Mekerba et aujourd'hui on va faire ensemble une conduite à tenir devant une hémorragie digestive haute. Alors, comme plan de la question, on va avoir une définition des objectifs, des étiologies, une conduite pratique et enfin une conclusion. Donc, pour définir les hémorragies digestives hautes, nous avons plusieurs définitions. Donc, on va déjà définir ce que c'est que l'hématémèse. Donc, c'est le rejet par la bouche de sang rouge. Généralement, elle est localisée, c'est une hémorragie digestive qui est haute. Les mélénas, c'est l'émission de sel noir, nauséabonde, goudron, couleur sépia. Donc, c'est une hémorragie digestive haute ou bien basse. Les rectorragies, c'est l'émission de sang rouge par l'anus. Donc, hémorragie digestive basse ou bien haute, massive. Donc, comme on peut le voir, l'hémorragie digestive, elle est haute, elle est définie entre la bouche œsophagienne et l'angle de traite. De là, on peut avoir les 2 tiers des cas, c'est l'hématémèse et c'est généralement plus grave, soit c'est des mélénas ou bien, dans certains cas, c'est pas extériorisé, surtout chez les personnes âgées. Donc, l'incidence, elle est de 150 000 cas par an. Stable malgré un traitement préventif des ulcères et les antibiotiques pour l'Helicobacter pylori. Nous avons aussi le vieillissement de la population et surtout la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, comme on peut le voir sur ce schéma, donc l'hémorragie digestive haute, elle est définie entre la bouche œsophagienne et l'angle de traite, ou bien l'angle duodéno-jéjunal. Et au-delà de l'angle duodéno-jéjunal, on parle d'hémorragie digestive basse. Donc, les hémorragies digestives hautes, généralement, elles sont de l'ordre de 80%, contrairement aux basses, qui sont retrouvées que dans 20% des cas. Par contre, nous avons une mortalité qui va de 5 à 10%. Donc, l'objectif de la question, déjà, on va avoir un triple objectif. La première des choses, c'est de faire le diagnostic lésionnel, d'évaluer la poursuite ou bien le risque de récidive hémorragique, réaliser si besoin un geste d'hémostase qui doit être réalisé le plus rapidement possible après stabilisation hémodynamique. Donc, les étiologies, nous avons la pathologie ulcéreuse, c'est la première cause, 40% des cas. Donc, généralement, surtout par rapport à la prise d'aspirine ou bien d'AINS, l'hypertension portale, surtout dans les pays industrialisés par rapport à l'équilibre, ou bien les autres causes, les gastrites et les œsophagites, le syndrome de Mallory-Weiss, les cancers ou bien d'autres causes. Donc, comme conduite pratique, la première des choses, il faudra affirmer l'hémorragie. La deuxième, apprécier la gravité. Et enfin, prendre des mesures thérapeutiques. Donc, comment on va affirmer l'hémorragie? Déjà, par l'interrogatoire et l'examen clinique. Il faut éliminer les autres diagnostics, que ce soit l'hémoptysie ou bien de la sphère ORL, épistaxis qui est déglutie puis vomi, un saignement buccal qui peut être pris pour des hématémèses, un vomissement de couleur rouge, généralement alimentaire, donc la betterave ou bien liquide rouge, ou bien parfois, et ça c'est assez souvent, si nous avons un état de choc avec une anémie aux urgences, il faut toujours penser à une hémorragie digestive. Alors, apprécier la gravité donc des signes de choc, donc une hypotension artérielle, une tachycardie, une polypnée, froideur des extrémités, des marbrures, augmentation du temps de recoloration cutanée, une oligoanurie ou bien des troubles de la conscience. Alors, pour évaluer la gravité, nous avons plusieurs scores. Donc, le score de Rocal, c'est lui qui va corréler la mortalité avec la récidive hémorragique et c'est un facteur de risque qui est important, c'est la récidive hémorragique. Donc, par rapport aux ulcères, l'importance des caractéristiques endoscopiques, et là, c'est la classification de Forest. Pour les varices, donc, nous avons d'autres. Donc, la fonction hépatique, les infections bactériennes, la présence de CHC ou bien la présence d'insuffisance rénale chronique. Donc, le score de Rocal, comme il est décrit sur le tableau, donc les variables, donc c'est un score de 0 jusqu'à 3 et nous avons plusieurs variables. Donc, l'âge, la présence d'un état de choc, les comorbidités, les étiologies, les critères endoscopiques à risque. Donc, on va prendre un patient qui a 75 ans. Donc, déjà, c'est un score A2. Un patient qui a déjà une insuffisance cardiaque ou bien une coronaropathie. Donc, déjà, on est toujours dans un score A2. Par contre, sur l'endoscopie, il n'y a pas de tâche. Donc ça, c'est un patient dont il faudra évaluer le risque de récidive hémorragique. Alors pour les mesures thérapeutiques, donc les examens paracliniques, la biologie, donc formule et plaquettes, TP, TCA, fibrinogène, groupage Rhésus pour une éventuelle transfusion, ionogramme, une fonction rénale, un bilan hépatique et enfin un ECG.
Donc, les mesures de réanimation, il faudra toujours prendre 2 voies veineuses périphériques assez importantes par rapport, pensez à la perfusion, plutôt à la transfusion. L'oxygénothérapie, donc pour une saturation qui au-delà de 92%. Donc par rapport à la transfusion, si l'hémoglobine est inférieure à 7 grammes, il y a une indication à transfuser. Chez le patient âgé ou bien cardiopathe, une hémoglobine inférieure à 10 est une indication à la transfusion. Donc, comme conduite pratique, c'est la pose d'une sonde nasogastrique en cas de doute pour prévenir l'inhalation de sang en cas de vomissement si trouble de la conscience et préparer une endoscopie digestive haute. Donc, il faudra compléter l'interrogatoire par la prise médicamenteuse d'AINS, d'aspirine, d'anticoagulants, d'hépatopathie ou bien des antécédents de maladies ulcéreuses ou bien de hémorragie digestive. Donc, il faudra aussi rechercher les signes cliniques de cirrhose, donc la consistance dure et le bord tranchant du bord inférieur du foie, et des signes cliniques d'insuffisance hépatocellulaire, des signes d'hypertension portale, des signes d'insuffisance hépatocellulaire ou bien la présence d'un éthylisme. Alors, pour la fibroscopie œsogastro-duodénale, elle est toujours indiquée chez un patient qui est stable sur le plan hémodynamique. Un patient qui est instable, il n'y a aucune indication à faire une fibroscopie. Il faudra le réanimer, stabiliser et ensuite faire un examen. Donc, quand il y a l'indication de la fibroscopie chez un patient stable, il faudra penser à une perfusion de 250 mg d'érythromycine 30 à 60 minutes avant l'endoscopie et ceci va stimuler la vidange gastrique et donc faciliter notre geste. Donc les lésions rencontrées, les 2 plus fréquentes, donc c'est l'ulcère gastro-duodénal ou bien l'hypertension portale. Nous avons des causes moins fréquentes, par exemple les œsophagites, le syndrome de Mallory-Weiss, qui est une dilacération de l'œsophage distal et de l'estomac proximal due à des efforts de vomissement ou bien de hoquet. Ce sont des efforts qui sont répétés. Les causes moins fréquentes des tumeurs ou bien une ulcération de Dieu-la-Folle, donc qui est définie histologiquement par la présence dans la sous-muqueuse d'une artère de calibre anormal qui peut aboutir à une hémorragie cataclysmique. Donc l'endoscopie et la maladie ulcéreuse, dans 80% des cas, nous avons un arrêt spontané. Et donc là, il n'y a pas besoin de faire un geste. Parfois, on s'est amené à faire une injection adrénalinée ou bien des méthodes thermiques ou bien par la pose de clip. Et dans ce cas, c'est l'affaire du gastro-entérologue, donc pendant la fibroscopie. Donc l'aspect endoscopique va nous donner des informations importantes, des informations pronostiques, donc qu'on appelle le score de Forest. Donc le score de Forest, c'est un score qui va de 1 jusqu'à 3. Donc le stade 1, donc il est classé en 2, donc le 1A et le 1B, le stade 2 en 3, le 2A, le 2B et le 2C, et enfin le 3. Concernant le 1, donc c'est une hémorragie, le 1A, pardon, c'est une hémorragie qui est en G, et ou bien une hémorragie en A pour le 1B. Nous voyons que le risque de récidive, il est important. Quand nous avons une hémorragie en G, donc le patient, il risque de faire une récidive importante avec un taux de mortalité quand même dans les 10%. Donc, le taux de récidive le plus important, c'est en hémorragie, l'hémorragie en G, en acte, un vaisseau visible qui est non hémorragique ou bien un caillot qui est adhérent. Et donc là, ça c'est un haut risque de récidive. Et généralement, ce genre de patients, il faudra les surveiller, il faudra les suivre et surtout ne pas les laisser dans la nature. Alors, comme traitement, donc déjà le traitement endoscopique, comme on en a parlé, donc déjà ce sera un traitement diagnostique et on peut faire aussi un traitement pendant la fibroscopie. Donc l'IPP toujours en bolus à 80 mg. Donc on a parlé de l'endoscopie par rapport à la mise en place des clips, de l'électrocoagulation, de l'injection de sérum adrénaliné. Donc si échec, il faudra reprendre un traitement endoscopique. Et si un autre échec, là, c'est l'affaire de la chirurgie. Donc c'est soit une suture ou bien une entr'ectomie. Ou bien, parfois, une embolisation par voie radiologique, par une artériographie céliomésentérique. Mais ça se fait de moins en moins. Par contre, nous avons les centres de tamponnement. Et ça, c'est un traitement qui est palliatif, un pont transitoire, généralement chez des patients qui sont instables, chez qui on ne peut pas faire de fibroscopie. Donc, on va placer ce genre de sonde. Donc, soit la sonde de Blackmore ou bien la sonde de Linton.
Donc, généralement, c'est des patients qui ont subi une hémorragie cataclysmique en attendant la mise en place du TIPS entre 48 heures à 72 heures maximum. Donc, nous avons 50% de récidive à l'ablation de la sonde, donc il va ressaigner. Alors, nous avons deux types de sondes. Donc, nous avons la 5-Stacken Blackmore, donc c'est pour les varices œsophagiennes, et la Linton, c'est pour les varices gastriques. Alors, comme on peut le voir sur ce schéma, donc on va introduire la sonde et ensuite on va gonfler le ballonnet. Donc la première, la Blackmore, elle est surtout pour les varices œsophagiennes. Et la deuxième, donc la Linton, c'est généralement pour les varices gastriques. Alors pour le traitement, il faudra bien sûr penser à traiter une hypertension portale, qui est une cause majeure de décès au cours de la cirrhose, la prescription de sandostatine le plus tôt possible, un traitement endoscopique par la mise en place d'élastiques et une antibiothérapie prophylactique des surinfections. Alors comme conclusion, l'hémorragie digestive haute, c'est une urgence médico-chirurgicale qui doit être rapide et efficace. C'est l'affaire de l'urgentiste, du réanimateur, du chirurgien et du gastro-entérologue. L'endoscopie digestive haute, elle est indiquée chez un patient qui est stabilisé hémodynamiquement et on pourra faire et un diagnostic et traiter. Et je vous remercie.